Que s'est-il passé? Que s'est-il passé en ce jeudi 4 mai 2017 dans l'une des salles du British Film Institute IMAX de Londres? Alors qu'une séance vient tout juste de se terminer, les spectateurs présents dans la salle sont horrifiés par ce qui vient d'être commis juste sous leurs yeux. Plus tard, certains diront même « Il l'a tué ». La victime, âgée d'à peine 33 ans, s'appelle Alien. Cette jeune licence de la SF, née en 1979 d'un jeune cinéaste du nom de Ridley Scott, a déjà toutes les qualités pour devenir une œuvre majeure. Et pourtant, cela n'empêchera pas son père de l'abandonner. Elle passera alors par différentes familles d'accueil, comme la famille Cameron, Fincher ou encore Jeunet, qui l'aideront à s'épanouir et qui feront d'elle une véritable icône de la pop culture. Pour venir terminer ce tableau idyllique, elle retrouvera finalement son père en 2012, mais cette date, selon certains, marquera aussi le début d'une longue descente aux enfers jusqu'à ce jour fatidique du jeudi 4 mai 2017. Elle est retrouvée dans une salle obscure où elle aurait été violemment agressée pendant plus de 122 minutes. La violence avec laquelle on s'est acharné sur elle est inouïe. Elle succombera quelques semaines plus tard, des suites de ses blessures, son scénario ayant été perforé de nombreuses incohérences. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. C'est un crime passionnel et tous les soupçons se tournent alors vers son père. Monsieur Scott est-il vraiment le coupable? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui peut pousser un homme à massacrer sa propre licence? Pour répondre à ces questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Kuhl et Dr Lehoux. Maître Kuhl, Dr Lehoux, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien, parfait. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour tenter de résoudre ce mystère, cette intrigue autour de ce film, autour de ce fait divers, Alien Covenant. Alors, petite présentation, Maître Kuhl, bon, on ne vous présente presque plus, hein. Vous êtes connu comme étant un avocat virtuose de la barre du tribunal, hein, pas de... Bref. Et Dr Lehoux, vous êtes le coroner qui avait travaillé, enfin en tout cas l'un des coroners qui avait travaillé sur l'autopsie de cette licence, du coup. Bonsoir à vous. Merci d'être parmi nous. Est-ce que, selon vous, j'ai bien résumé les faits? Est-ce que vous voyez déjà certaines choses à rajouter? Non, il n'y a rien à rajouter. De toute façon, c'est un film que nous allons décortiquer ce soir, dépioter, et d'où nous allons enlever les viscères. Oui, on reste family friendly. Il n'y aura pas de sang à l'image. Tout à fait. Donc je ferai office de... J'entends pas, j'ai l'impression. Dr Kuhl. Ah, Dr Kuhl, vous êtes mute? Je ne suis pas mute, non. Voilà. Dr Kuhl, vous êtes autant pour moi. On n'a pas dû entendre le bonsoir, pardon. Mais je tiens à dire qu'il y a toujours une présomption d'innocence. Et je tiens à ce que mon client garde cette présomption d'innocence jusqu'à la fin. Très bien. Avant que verdict soit rendu. Je peux comprendre. Je pense que déjà dans un premier temps, nous allons commencer par vous, docteur du coup Lehoux. Vous avez surtout certains éléments à nous apporter concernant toute cette affaire. Peut-être une lumière à apporter sur certains faits et sur certains éléments que vous-même vous avez pu avoir. Est-ce que cela vous convient? Oui, tout à fait, monsieur le juge. Eh bien, parfait. Je vous laisse donc la parole. Alors déjà, merci monsieur le juge. Et mesdames, messieurs les jurés, monsieur le juge, nous sommes en présence de l'œuvre d'un sadique, d'un tueur en série, qui n'en est pas à son premier crime odieux. Je tiens à le dire, depuis que je fais carrière, j'ai vu des choses macabres, mais ce soir, l'affaire que nous allons traiter est certainement l'une des plus macabres, les plus odieuses. Je n'ai pas de mots pour décrire la stupéfaction que j'ai eue lorsque j'ai eu cette affaire entre les mains. Et quand je vous disais que c'est l'œuvre d'un tueur en série qui n'en est pas à son premier méfait, il a déjà sévi en 2012 avec un premier crime d'une violence inimaginable appelé Prometheus. Et lorsque nous avons vu 5 ans après, alors qu'il avait été relâché, il était dans la nature, libre, nous pensions qu'il avait retenu la leçon, et non, il était en train de préparer en coulisses l'œuvre de sa vie, une œuvre qui, je dois le dire, est stratosphérique, mais dans le macabre. Et c'est Alien Covenant que ce soir, je vais essayer de peser mes mots en restant le plus
objective possible, mais je ne puis vous assurer que j'y parviendrai. Très bien. Très bien. Écoutez, un joli tour d'horizon des éléments que vous comptez nous apporter dans cette affaire. Maître Kuhl, du coup, c'est vers vous que je compte du coup me tourner. Je tiens déjà quand même à porter au crédit de mon client quand même, qui, en plus d'être l'un des célèbres frères Scott, n'a fait qu'accumuler les chefs-d'œuvre tout au long de sa carrière. On peut citer Gladiator, Thelma et Louise, Blade Runner. Donc, de là à le citer comme un criminel, je pense que mon confrère s'avance un peu. D'accord. Alors, quand je vous entends dire c'est l'un des frères Scott, vous voulez dire qu'il faisait du basketball aux États-Unis comme une série du même nom? Non, mais il a un frère, Monsieur Scott. Alors, il avait un frère qui justement, en voyant les œuvres de son frère, s'est suicidé. Tony Scott, vous voulez dire le réalisateur de Top Gun? Exactement. Ouais. Attendez. Suicidé, vous dites? Oui. Il s'est suicidé. Après avoir vu Alien Covenant, les premières moutures. Vous y allez fort. Là, c'est une accusation un peu forte. J'espère, Docteur Lehoux, que vous avez des éléments pour porter tout ça. À l'époque, j'étais jeune stagiaire sur cette affaire, donc je n'ai pas d'éléments à vous apporter ce soir, puisque ce soir, c'est Alien Covenant que nous jugeons, et non le suicide de Monsieur Scott. Oui, bon, alors, mettons de côté cet élément. Il ne sera pas retenu comme un élément à charge, en tout cas, les membres du jury décideront, du coup. Mais très bien, nous prenons note de cet élément. Alors, nous allons peut-être pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Peut-être pourrons-nous commencer déjà par une petite présentation. Faut déjà que je me remette de la mort de son frère, je savais pas. Il m'apprend ça comme ça. Laisse-moi 2 secondes. Écoutez, Monsieur Kuhl, voilà, je travaille dans la profession, je suis habitué à voir des corps toute la journée. Et le cas de Monsieur Tony est un cas d'école, si on peut dire. Mais bon, ce soir, ce n'est pas là la question. Ce soir, nous sommes là pour traiter du meurtre de son frère. Donc, monsieur le juge, vous aviez la parole. Excusez-moi, Monsieur Kuhl nous a empêché d'en venir au fait. Pas de souci. Il faut que tout ceci soit... que le résultat de cette soirée soit le fruit d'une discussion, d'un échange. Je suis là avant tout pour pouvoir vous donner la parole. Vous êtes libre de pouvoir vous exprimer. Je peux comprendre que pour Maître Kuhl, ce soit une information choquante, puisque semble-t-il qu'il n'avait pas ceci dans les registres de son dossier. Je n'avais pas cette information, effectivement. Ça peut... on verra le poids que ça pourra avoir dans la suite. Peut-être que nous allons... alors, j'ai tenté, comme je le pouvais, de résumer un peu les faits, mais commençons déjà peut-être pour essayer de comprendre un peu tout ça, commençons peut-être déjà par la victime, donc cette fameuse licence Alien, qui est née, comme je l'expliquais, en 1979, une jeune licence prometteuse, qui a su rapidement se faire remarquer et devenir un élément, une pierre angulaire de la culture populaire, même au point que, à l'instar de certaines autres œuvres comme Star Wars, on se retrouve avec des personnes qui connaissent cette licence sans ne l'avoir jamais vue. C'est dire à quel point on avait affaire à une œuvre importante qui, étonnamment, a été rapidement abandonnée par celui qui lui a permis de voir le jour, et du coup elle est passée de main en main, si je puis me permettre, en toute... comment dire Oui, allez-y. Bon, voilà, vous m'avez compris, et Oui. du coup, c'est... Je tiens à préciser, entre de bonnes mains. Entre quand de même. bonnes mains, totalement. Ça, Voilà. Tout à fait. Des mains expertes. Exactement. Mon client ne s'est pas débarrassé de son projet, quoi. Alors, Là, l'a-t-il si on confié peut comparative. L'a-t-il confié? C'est peut-être déjà la première question, parce que l'a-t-il confié? L'a-t-il abandonné? La question reste ouverte. Selon vous, du coup, docteur Lehoux, est-ce que l'on a affaire, par rapport à cette œuvre, le lien entre son créateur et l'œuvre, a-t-on affaire à un abandon, ou a-t-on affaire à, comment on pourrait dire, le fait de la confier à des personnes plus expertes pour son éducation, comme ça se fait dans des écoles privées, ou avec des Pokémon?
Alors, on pourrait voir le cas de la licence Alien plutôt comme un cas de... On fait naître l'œuvre, l'enfant prodigue, et puis on l'emmène au pensionnat afin de l'élever vers l'eau. Et c'est ce qui s'est passé après 1979, lorsque Alien, encore tout jeune, est confié à James Cameron au milieu des années 80 pour Alien le Retour. Voilà. L'adolescent est en pension et il doit se découvrir. Et c'est ce qui a donné Alien le Retour, une œuvre donc jeune, punchy, ambitieuse, qui nous montre que la saga a bien évolué. Alors, elle ne renie pas son enfance, c'est-à-dire ses fondements que nous voyons dans Alien, mais voilà, elle prend de la maturité et offre aux spectateurs un spectacle des plus saisissants, si l'on peut dire. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Maître Kuhl. Votre analyse, selon vous, de ce point-là, est-ce un abandon? Est-ce le fait d'avoir été confié? Je pense que c'est plus... non, il a été confié pour que chacun puisse lui apporter son expérience, sa fraîcheur, sa maturité. Enfin, je pense qu'il a pris, il est devenu ce qu'il est devenu, on va dire, cette quadrilogie, ça se dit, quadrilogie? Cette quadrilogie, on va dire, qui à la base était quand même plus connue jusqu'à Prometheus, on va dire, comme 4 films qui, on va dire, se passaient de grands réalisateurs en grands réalisateurs, tout en respectant quand même toujours un espèce de respect de ce qui avait été fait avant et en conservant, j'ai envie de dire, le cahier des charges de Ridley Scott. Oui, l'avantage de cette saga, c'est que chaque film avait son identité propre, mais au sein de cette saga, gardait une certaine cohérence. Effectivement. Chaque film précédent n'essayait pas de supprimer ce qui avait été fait précédemment. Jusqu'au drame, jusqu'au premier crime en 2012. Très bien. Effectivement, c'est ce crime-là qui nous amène ce soir, malheureusement. Alors, petit rappel des faits. Alors, vous le rappeliez, docteur Lehoux. Alors, il y a eu, semble-t-il, une première tentative criminelle en 2012. C'était là le sens de votre propos, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a déjà eu des premiers faits importants qui se seraient passés selon témoins en 2012, mais qui, selon les éléments de l'enquête, montreraient que ce qu'il s'est passé en 2012 est sans commune mesure avec ce qu'il s'est passé en 2017. On est très très loin, semble-t-il que on est sur des petites violences familiales, en tout cas en 2012, peut-être des mots qui ont été un peu plus hauts que l'autre, et 2017, c'est vraiment le moment où ça vrille. Alors, est-ce que ça prend racine en 2012 ou est-ce que réellement... en 2012. D'accord, selon vous, c'est Alors, sur ce point, en 2012... j'émets des doutes sur le... Et j'ai même envie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, entre 2012 et 2017, 5 ans qui permettent de dire qu'il y a prescription? Prescription par rapport à 2012? Effectivement, par rapport à Prometheus, parce qu'on pourrait aussi se dire que ce film-là pourrait se regarder comme un film unique, exclu de la saga, et se regarder comme un film unique, même pour quelqu'un qui n'aurait... Non, je parle d'Alien Covenant, parce que je vous rappelle que sur le banc des accusés, nous parlons d'Alien Covenant. Oui, mais alors là, vous essayez justement d'enlever Alien Covenant de la saga Alien, alors que même au sein du titre, on voit bien qu'il fait partie intégrante de cette saga, et qu'il tente même de nous expliquer les origines des événements que nous pouvons apercevoir dans le tout premier Alien du premier nom. J'irai peut-être même un peu plus loin dans mon questionnement. 2012 marque l'année des retrouvailles entre un créateur et sa licence, et déjà il y a un premier élément dans l'enquête qui survient tout de suite et dont on peut s'interroger, c'est qu'il renomme celle qu'il a créée. Il lui donne complètement un autre nom, comme si lui-même déjà était dans une étape de vouloir se séparer un peu de... Finalement, est-ce que c'est réellement des retrouvailles pour Ridley Scott,
Est-ce qu'il a vraiment décidé de retrouver sa licence ou est-ce qu'il se cherche encore dans cette paternité avec cette œuvre? C'est déjà assez particulier comme phénomène. Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, monsieur le juge, ce sur quoi j'aimerais apporter une contribution, c'est que on peut peut-être voir l'œuvre Alien comme justement un bébé que l'on a donné entre différentes mains et pour lequel Ridley Scott aurait peut-être eu un sentiment justement d'abandon de sa propriété et il aimerait justement se réapproprier son bébé, à nouveau garder la paternité de l'œuvre. Et c'est ce qu'il a tenté de faire en 2012 avec Prometheus. Justement, c'était le grand retour de l'artiste original qui se réappropriait son œuvre et qui dévoilait une mouture nouvelle génération avec une nouvelle vision et une nouvelle contribution au lore de cette saga. Écoutez, moi j'ai travaillé mon dossier sur ce film et non sur un autre film dont je n'ai pas forcément très envie de parler. Non, mais très bien, très bien. Alors, allons. Prometheus est un film, Alien Covenant en est un autre. Moi, je suis ici pour parler d'Alien Covenant. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, Vous avez raison. je puis entendre aussi. Je puis entendre. Recadrons les choses. Allons, j'ai envie de dire, droit au but. Sinon, ça me reviendrait à défendre 2 clients. Et là, je suis désolé, c'était pas ce qui était prévu. Ce sont des honoraires différentes après, je comprends. C'est plus cher. Donc, revenons sur les faits. Le massacre d'une licence devant témoin, alors que rien ne pressentait, en tout cas au départ, la volonté de faire ça, même si certains y trouvent des prémices dans Prometheus, mais on va pas y revenir. Nous sommes là, du coup, pour juger Monsieur Scott du massacre de sa propre licence. Et du coup, je pense que... alors, ce sont les éléments. Je pense que, pour ma part, je vais donner la parole à Maître Kuhl concernant les faits. J'aimerais entendre, du coup, votre opinion et quelle est, selon vous, la véracité de ces faits et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Par rapport à sa manière de s'intégrer dans l'œuvre, dans la saga, vous voulez dire? Par rapport au massacre, même de façon générale, du coup, en tout cas le massacre qui est reproché et dont Monsieur Scott est accusé. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour, du coup, ce film de Monsieur Scott qui a été complètement massacré et qui a été quasiment aux portes de la mort. Et semble-t-il qu'elle ne s'en est pas relevée. Je pense que, tout d'abord, il faut bien dire une chose, c'est que ce film a été mal compris. Je pense que pour la majorité de la population, ce film a été accueilli de la mauvaise manière et n'a pas été compris comme il aurait dû l'être. Peut-être à cause d'une attente trop grande, peut-être pour l'alien en lui-même qui du coup faisait son retour parce qu'il n'était pas dans Prometheus pour diverses raisons, mais en tout cas je pense que déjà il a été mal compris et je ne crois pas déjà que ce soit un mauvais film, car c'est quand même ce que je vais me charger de défendre ce soir. Je pense que c'est même un très bon film. Ah, carrément. Et je vais vous le prouver. Allez-y. Tout d'abord, déjà, je pense que ce film est... je pense que Monsieur Scott est un visionnaire. Tout d'abord, pour avoir sorti ce film en 2017, qui, pour moi, en fait, ce film est un message. Peut-être que l'intitulé Alien a servi, peut-être, d'hameçon, d'appel pour peut-être amener plus de gens vers les salles pour que son message soit plus entendu. Mais en tout cas, le message d'Alien Covenant est, selon moi, un message visionnaire et d'anticipation totale par rapport à ce comment dire, j'ai envie de dire, à cet avertissement que peut être ce film. Attendez, si l'on revient sur des choses
plus concrète, le film a quand même été retrouvé avec son scénario perforé d'un nombre d'incohérences incroyables. On en vient du coup à avoir des arguments coup de poing massus sur la vraisemblance de cet équipage qui nous est présenté comme un équipage de spécialistes qui est envoyé pour coloniser une planète et qui ne sont même pas foutus, par exemple, d'avoir des casques, des scaphandriers et qui ne prennent aucune précaution sanitaire qui serait la moindre des choses qu'on pourrait attendre de spécialistes ou de personnes qui ont, j'ai envie de dire, un minimum de bon sens et du jet, comme on pourrait l'attendre de personnes qui ont une responsabilité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah bah, tout simplement, je pense que s'ils n'ont pas de casque, c'est peut-être tout simplement parce que Sibeth Ndiaye leur a dit que ça ne servait à rien et que tout bêtement, bah, ils se sont dit que ça servait à rien d'en mettre. Alors, attendez là. Objection, votre honneur. Oui. Alors, à quel moment? Là, nous sommes en train de parler d'un film qui, je vous rappelle, Ridley Scott est américain et l'équipage scientifique est américain. Et là, Oui. vous nous parlez d'une ministre française qui aurait donné des préconisations Peut-être à une équipe d'astronautes américains. L'équivalent de Sibeth, ministre en 2060 qui aurait... dans le film, vous voulez dire, c'est ça? Effectivement, oui. D'accord. En fait, qui nous envoie en fait ce message que, comment dire, même si les gens sont des spécialistes, même s'ils sont qualifiés, cela n'empêche pas qu'ils peuvent faire des mauvais choix. Je pense que si en 2017 on avait fait un film sur un virus tel que le Covid, on aurait tous crié au délire en disant ce n'est pas possible, tout le monde est débile et c'est impossible que l'humanité soit aussi bête. Et pourtant, l'histoire a prouvé que non, même des gens soi-disant qualifiés sont capables de faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix. Et je pense que de par là, donc ça développe mon idée que c'était un avertissement dans le sens où en fait ça veut dire que j'essaie de pas dire de gros mots, que l'humain est idiot. L'humain est idiot en soi. Je veux dire, il y a pas de, je pense, il y a rien d'illogique dans le fait de ne pas mettre de casque. Attendez, là, il y a quelque chose qui me chagrine. C'est une défense intéressante. Votre honneur, il y a quelque chose qui me chagrine. Donc là, ce que Monsieur Kuhl est en train de, le docteur Kuhl est en train de nous expliquer, c'est que même des scientifiques qui sont entraînés, dont c'est la mission principale, c'est leur travail justement, ils ont un quotient intellectuel qui est normalement bien plus élevé que la moyenne. Ces personnes-là sont des humains et sont donc faillibles, et donc on a le droit de leur excuser le fait que sur une planète inconnue, ils ne prennent pas les dispositions nécessaires, ce pourquoi ils ont été formés durant des années. Parce que il faut le rappeler, si ce sont des scientifiques qui vont dans l'espace, qui ont cette chance que peu de scientifiques ont, ils ont été triés à la volée, ils ont passé un tas d'examens, ce sont les meilleurs des meilleurs, c'est l'élite. Et vous voulez me dire que cette élite-là, elle a le droit de faire n'importe quoi, sachant qu'en faisant n'importe quoi, ils peuvent ramener des microbes, des bactéries, et potentiellement nous mettre nous en danger. Tout d'abord, je pense que déjà, ils ne sont pas présentés comme des ultra spécialistes. Ce sont des colons qui, je pense, essayent de trouver forcément une nouvelle terre d'accueil. Donc, je pense que à ce moment-là, dans le postulat du film, il y a aucun moment où on sait ce qui reste sur Terre et ce qui reste, on va dire, comme scientifique qualifié. Parce que ce qu'on nous présente dans le film, ce sont plutôt des couples, des gens qui sont pas forcément qualifiés. D'ailleurs, il se passe la commandanture, j'ai envie de dire, de l'un à l'autre au fur et à mesure, un peu comme une patate chaude, ce qui n'est pas sans rappeler ce que nous vivons depuis 2 ans. Et j'ai envie de dire, est-ce que franchement, c'est choquant de voir des gens, on va dire, faire des mauvais choix et avoir des attitudes qui peuvent nous sembler... Alors, oui, forcément, on va se dire, s'ils mettent un casque, il n'y a pas de film. Alors, si je comprends bien votre propos, selon vous,
l'attaque principale qui est dans le dossier de l'accusation concernant ce film vient du fait qu'effectivement ce groupe de colons ou de gros intestins, comme on fait remarquer dans le chat, comme le fait remarquer l'un de nos jurés d'ailleurs. Bonsoir à toi, Toine2363. En espérant que votre choix soit le bon à la fin de l'émission. Voilà, restez avec nous parce qu'on a besoin de vous pour déterminer du coup le résultat de ce procès pour ce soir. Donc, si je résume votre propos, l'attaque principale étant faite envers cette œuvre, qui est de dire c'est invraisemblable de voir ce groupe d'individus, ce groupe de colons prendre une succession de mauvaises décisions dans une situation de crise. Première et mauvaise décision qui est prise d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans le dossier de l'accusation, suite au réveil. Ils sont sortis de cryogénie un peu trop tôt, ils ne sont pas arrivés à leur destination qui est une planète, dans laquelle on a fait toutes les analyses et tout ça, et ils décident de détourner leur destination avec les 2000 colons derrière, première mauvaise décision pour aller sur une planète qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, selon l'accusation, cet élément-là est un élément principal qui vient effectivement éclater et perforer le scénario de notre défunte œuvre, de notre défunte licence. Et selon vous, ce n'est pas si invraisemblable que ça. C'est ça votre propos, si je comprends bien. Selon vous, on a la chance d'avoir vécu... Enfin, la chance. Nous avons en tout cas... On a kiffé. Nous avons en tout cas l'expérience nécessaire depuis maintenant 2 ans pour nous rendre compte qu'effectivement, dans la réalité et la vraisemblance de notre vrai monde, et non pas d'une œuvre de science-fiction, effectivement, des personnes qui sont à un poste à responsabilité, qui sont censées être des connaisseurs, ne sont pas forcément les plus adaptés à prendre les bonnes décisions. Et donc, selon vous, Ridley Scott aurait essayé de coller au plus près de la réalité en faisant de ces colons un groupe de débiles, si je peux me permettre. De gens humains et crédibles. Ah, d'accord, très bien. C'est une défense très intéressante. Je ne sais pas ce que en pense Docteur Lehoux en toute sincérité, mais je trouve cette défense très intéressante. Pour être tout à fait honnête, je suis complètement bouleversifié par ce que j'entends dire, même pour même dire scandalifié par de tels propos que Monsieur Kuhl ose dire ce soir devant des jurés. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ces jurés ont la tête sur les épaules, mais ce soir, tout ce que j'entends, et je l'ose dire les mots, c'est un beau ramassis de conneries. Là, j'entends parler de colons. Oui, des colons qui sont tels que l'humain moyen, donc ça sous-entendrait que l'humain moyen déjà est complètement débile. Merci Monsieur Kuhl. Et moi, quand j'entends ça, oui, je suis horrifié. Vous dites que c'est normal d'envoyer dans l'espace donc une équipe de bras cassés pour faire des recherches scientifiques et que ça correspond donc à l'homme que l'on peut croiser en marchant dans la rue. Non, c'est faux. Les hommes qui vont dans l'espace, non, à ce compte-là, vous comme moi, nous allons dans l'espace demain. Non, là, ce sont l'élite. Moi, je pense qu'au moment où on fait des recherches dans l'espace, on n'emmène pas 2000 personnes avec soi. Si on emmène 2000 personnes avec soi, c'est qu'on est déjà assez, dans une situation extrême, au point de se dire, là, faut vraiment trouver une colonie. Monsieur Kuhl, je suis vraiment désolé de devoir vous dire ça, parce qu'entre confrères, on ne devrait pas en être amené là. Mais avez-vous bien étudié votre dossier? Parce que là, la problématique des 2000 colons envoyés dans l'espace, c'est dans une problématique de repeupler une nouvelle planète. Donc ces 2000 colons-là, l'objectif est qu'ils doivent arriver et recréer une nouvelle Terre avec une nouvelle civilisation, de nouveaux habitants. C'est ça leur problématique. Eux, ce ne sont pas des scientifiques qui doivent faire des recherches. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en gestation. Ils sont complètement congelés et en attente justement de pouvoir être mis au micro-ondes et à nouveau aptes à recréer la vie sur une nouvelle planète. Et ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi cette problématique, Monsieur Kuhl. Mais je pense que si on envoie 2000 personnes et près de 2000 embryons, c'est qu'on a passé le stade des recherches. Plutôt qu'on a plus le luxe d'avoir le temps de rechercher quelque chose. Très bien. Nous sommes malheureusement en train de rentrer dans ce qui me semble être une bataille d'experts. Vous avez chacun votre interprétation des choses,
Il n'empêche que la défense amène un élément assez intéressant, à mon sens, dans ce dossier, qui est que, effectivement, si l'on regarde les choses, alors, discuter du point de détail, effectivement, de est-ce que ces gens sont assez intelligents ou assez idiots pour pouvoir prendre ce genre de décision, il faudrait pouvoir revenir point par point, je ne suis pas sûr que la vérité se cache dans les détails. Le diable, oui. Mais, en tout cas, l'élément apporté par la défense, c'est de dire que, concernant la vraisemblance du fait d'avoir des spécialistes ou des gens ayant une certaine responsabilité qui soient capables de faire preuve d'idiotie, peu importe la situation, jusqu'ici, on trouvait ça cohérent de dire que ce n'était pas possible. La réalité de notre vie de tous les jours vient nous rappeler à l'ordre sur ce point en nous disant que malheureusement, dans certains cas de figure, nous avons pu constater que des personnes à haute responsabilité, ou étant des experts, n'étaient pas en mesure de pouvoir gérer une crise aussi importante que par exemple la crise du Covid. Je me rappelle de porte-parole qui nous explique que porter un masque, c'est un geste technique. Alors, si je comprends bien le parallèle qu'a voulu faire Maître Kuhl, que dire de mettre un scaphandrier? Si déjà un masque en papier c'est compliqué, voilà. Effectivement. Maintenant, c'est vrai que ce sont des éléments qui ne sont pas clairement mis dans le film. Et concernant la vraisemblance de ces faits, ça amène un doute. En tout cas, pour moi, ça amène un doute. En tout cas, je rebondis sur ça pour dire que ce n'est qu'un symbole parmi plusieurs que je pense M. Scott a voulu évoquer. Car en fait, pour reprendre un grand philosophe québécois, qui fait le malin tombe dans le ravin. Et je pense que c'est ce que M. Scott a voulu nous transmettre par ce symbole c'est ce que je disais au début, c'est un avertissement. Et représenté par Alors, je vais pas m'étendre sur tout ce qui est théologie, créationnisme, religion, parce que je pense que ça, c'est un sujet dangereux. Même si ce sujet est étudié un peu dans le film, fait partie du film aussi, mais bon, sur ça je vais pas m'étendre, mais on peut retrouver plusieurs symboles, comme l'impérialisme américain, représenté par le pilote de l'USS Convenant, qui, en plus, pour représenter vraiment l'impérialisme américain, a un chapeau de cow-boy. Cette personne qui est prêt à mettre la vie de 2000 personnes en jeu pour sauver juste sa femme. Oui. Là aussi, ça fait partie des bons. Ce qui est, en soi, humain, et que je peux comprendre, bien que ce soit discutable. Mais cela, on n'est pas en train de discuter de est-ce qu'un personnage est logique ou pas. Mais je pense que ce que Ridley Scott a voulu démontrer, c'est que... si je comprends bien, pour vous paraphraser dans un langage peut-être un peu plus clair pour nos membres du jury, cette scène-là, avec ce fameux personnage au chapeau américain, vous expliquez dans un langage assez soutenu et assez détaillé que on pourrait dire de lui, dans un terme un peu plus technique et commun, que c'est un gros con. C'est une preuve que l'on a dans cette scène qui vient peut-être effectivement. Je veux pas faire le lien entre américain et gros con. Je ne parle que de ce personnage. Pas de problème. Je ne parle que de ce personnage. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et surtout ce que je ne pense pas. Alors justement, ça me fait plaisir qu'on aborde le cas de ce personnage. Je vous écoute. Oui, je vous remercie, maître. Oui, ce personnage donc d'Américain moyen qui porte un chapeau, en plus s'appelle sobrement Tennessee. Hein, pour ne pas faire dans le cliché, tu portes un chapeau, bah forcément tu t'appelles Tennessee. Hein. Il aurait eu des Rangers, on l'aurait appelé Chuck Norris. Hein. Donc, bon, moi, le gros problème que j'ai eu aussi avec cette affaire, hein, c'est que on est réellement dans le cliché. Mais dans le cliché au niveau des personnages, c'est-à-dire que bah là, on a le nom de Tennessee, et les autres personnages, finalement, regardez, Monsieur Kuhl, si je devais vous demander de me citer d'autres prénoms de personnages de Covenant, vous en avez en tête? Parce que personnellement, moi, pour avoir étudié cette affaire de très près, le seul nom que l'on retient, c'est justement Tennessee. C'est d'ailleurs son seul trait de personnification. On retient quand même l'héroïne. On retient quand même Dany ou Daniels, ce qui est d'ailleurs Dany ou Daniels étrange. C'est la première fois que je vois ça, elle a un diminutif de nom de famille. C'est nouveau, mais bon. Alors moi, Daniels, je vais l'appeler Christine and the Queens, si ça vous dérange pas. Parce que on dirait Christine and the Queens, voilà, c'est aussi ça sa caractéristique. Elle ressemble à une chanteuse. C'est vrai. Et donc dans ce film, justement, moi j'ai envie
permettez-moi ce petit jargon, de l'appeler l'Hélène Ripley du pauvre. Parce que c'est son rôle dans le film. C'est son rôle. Pourquoi est-elle présente? Parce qu'on avait besoin de montrer une femme forte, tout comme Hélène Ripley à l'époque, sauf qu'ici, forcément, ça tombe comme un soufflet, puisque le personnage, on ne le connaît que très peu finalement. Alors c'est, je l'admets, un des personnages les plus attachants de ce Alien Covenant, puisque finalement c'est celui que l'on prend le temps, limite, de développer au minimum, mais c'est le plus développé. Sauf que je suis désolé. J'ai envie de dire le deuxième plus développé. Après David et Walter. Ah oui, mais le gros problème, c'est que là, vous me parlez de David. Forcément David a déjà eu un lien dans cette affaire, puisqu'il était déjà apparu lors du premier meurtre avec Prometheus. Donc il a eu 2 films, lui, pour être personnifié. Mais on a dit qu'on ne parlait que d'Alien Covenant, donc je l'entends. David a eu... David a eu en admettant. Alors, si je peux me permettre quand même, l'un des membres du jury de ce soir me fait remarquer qu'on n'est quand même pas au même niveau d'actrice. Oui. Voilà. Enfin, comparons ce qui est comparable. Sigourney Weaver n'est pas. Enfin, tout le monde n'est pas Sigourney Weaver, et en tout cas, l'actrice qui est dans ce film ne l'est pas. Laissons-la faire sa carrière. Je pense que Sigourney Weaver, en 79, n'était pas Sigourney Weaver. Enfin, non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Monsieur Kuhl, si on devait comparer cette Hélène Ripley, Sigourney Weaver est, en reprenant une phrase québécoise, Sigourney Weaver, c'est le pancake au sirop d'érable qui est tombé de l'avion. Quant à là, nous, Dani, c'est la réponse D. Voilà, c'est la réponse D. Et donc, pour en revenir, le gros problème que j'ai eu tout au long du film, qui dure, vous l'avez si bien dit, maître, 122 minutes. 122 minutes, et très honnêtement, là où Monsieur Scott, du haut de ses 79 ans ou même 80 ans, il a la forme parce que le film a un montage, un rythme. Eh ben oui, la rétine n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ça, oui, je l'admets, Monsieur Kuhl, ça vous pouvez le mettre en avant. Malheureusement, c'est au détriment des personnages, de l'écriture, du scénario et des dialogues. Moi, les personnages, quand j'ai vu cette affaire, mais à aucun moment je me suis pris d'affection pour eux. J'ai pu justement les décortiquer. Ils sont passés au bistouri au travail. J'ai pu voir leur cadavre. À aucun moment je me suis pris d'affection pour eux, parce que la seule chose qui les personnifie, c'est soit oh tiens, ils sont en couple, et on va l'appeler ma femme ou ma chérie. Il y a même un moment où on a une discussion, alors je ne vais pas dire les termes, mais où on parle de tétons, de pénis. Voilà, ce sont les seules choses qui peuvent caractériser la relation, en fait. Et on sait à ça que les personnages sont en couple. On apprend même une relation homosexuelle entre 2 personnages au moment où il y a l'un des personnages qui meurt. Et on entend l'un des personnages dire « Oh mon chéri, t'es mort ». Moi je suis désolé, ça ne me permet pas d'être dans l'empathie. Et là, vraiment, on va mettre les pieds dans le plat, parce que ce soir, on est aussi là pour ça. Et c'est pour ça, messieurs, dames les jurés, qu'on compte sur vous pour avoir le vote final. D'ailleurs, dites-nous par SMS ce que vous pensez. Est-ce que, le film est un mauvais film, ou réponse 2, est-ce que ce n'est pas un mauvais film? Docteur, la Star Academy, c'était la semaine dernière. Là, nous, ici, nous ferons un sondage dans le chat. D'accord, excusez-moi. Ce ne sera pas par SMS du coup. On n'a pas encore de numéro vert. Oui, c'est ça. D'accord. On n'a pas le budget. On n'a même pas le budget pour avoir un fond vert, mais oui, voilà, c'est ça. Donc, Nico se calme et revient à ses moutons. Et donc, je vous disais, le problème de la personnification de ces personnages, c'est que le film débute. Alors, quand je dis le film débute, c'est après la scène d'introduction où on voit David. Donc, la scène débute, nous sommes dans le vaisseau. Et là, il y a le personnage incarné par James Franco, parce que oui, James Franco est dans ce film. Et James Franco, au bout d'1 minute, il meurt. Il est complètement brûlé et hop, il meurt. Et là, on a le personnage de Christine and the Queens, qui était sa femme, parce que là, on l'apprend du coup, vu qu'elle le pleure. À quel moment je suis censé éprouver de l'empathie pour ce personnage que je ne connais même pas? On me montre quelqu'un qui est mort au bout d'1 minute de film, j'en ai rien à faire, moi. Et voilà. Et c'est un petit peu ce problème-là qu'on va avoir tout au long du film. Alors, je sais qu'on est par là pour parler des autres films, mais si on prend en 1979, justement, l'équipage était beaucoup moins rempli de personnages. Ça se comptait quasiment sur les doigts d'une main. Et il y avait une vraie cohésion d'équipe. Chaque personnage avait une personnification. Ici, j'ai compté, on a 14 personnages. 14 personnages.
Mais dans les 14, oui, prenez un sub. Oui, allez-y, prenez un sub. Parce que et plus il y a de subs, et plus je fais des envolées lyriques. Donc si vous voulez de la poésie, continuez comme ça. Donc, je voulais pas je vous disais... interrompre. Hein. Non, mais aucun problème, maître, c'est un plaisir lorsque vous m'interrompez. Donc, Il est pas un peu lèche-botte, lui? Ah, monsieur Kuhl, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Tout seul. On a 14 personnages. Bah, le problème, c'est que ces 14 personnages, ils meurent à la truelle, à la pelle, au marteau. Et justement, marteau, bah, c'est le spectateur qui l'est à la fin. Parce que, bah, voilà, il a vu une effusion d'hémoglobine, mais c'est à peu près tout. Des personnages qui meurent. Et au final, bah, le compte, c'est quoi? C'est que aucune empathie. Et oui, bah, à la fin, oui, il reste que Danny, Daniels, Christina and the Queens, quoi. Je vais pas revenir sur le choix artistique de faire mourir un personnage dès le début. Certes, on peut pas s'attacher à un personnage qui est mort à la première minute, mais je pense que c'est fait pour qu'on s'attache du coup à sa femme. Et en plus de ça, il y a quand même certains... Alors, certainement qu'il y a quelques personnages secondaires qui sont plus que secondaires. Mais pour qu'on puisse se focaliser, je pense, plus sur David et Walter, qui sont, je pense, les deux personnages principaux de ce film, et Daniel, qui est, selon moi, pas une Ripley au rabais, hein, qui est un personnage pour le moins attachant, qui, je pense, bah, effectivement, a un peu comment dire, cette responsabilité de toujours avoir la bonne idée ou le bon conseil qui est pas forcément bon, enfin pas forcément suivi par son commandant ou quoi, mais qui a, je pense, un peu toujours la voix de la raison. Et ce rôle est plutôt bien rempli. Oui, c'est vrai que c'est une des seules qui ne voulait pas aller sur la planète, si je ne me trompe pas. Tout Oui, à fait. tout à fait. C'est vrai. Ah bah, c'est l'un des rares personnages cohérents que nous avons parmi cet équipage de bras cassés, mais néanmoins citoyen ordinaire, selon Monsieur Kuhl. En tout cas, il reste certaines zones d'ombre, certains points que vous avez pu, chacun de votre côté, mettre en avant. Une défense intéressante venant argumenter que ce film est plutôt crédible dans la vraisemblance de façon de traiter ses personnages. Et d'un autre côté, effectivement, une accusation assez forte et difficilement contrable sur le fait que, avant de massacrer toute une équipe, il aurait pu être intéressant de s'y attacher, en tout cas de nous les présenter, et que malheureusement, ceci n'étant fait, on a du mal à avoir une empathie pour l'histoire qu'on est en train de nous raconter, et c'est très difficile de se plonger du coup dans cette œuvre, comme on a pu le faire dans d'autres œuvres et dans le reste de cette licence, en tout cas qui avait été fait bien avant. Ah, puis, je pense que Est-ce que j'ai plutôt bien résumé vos points de vue pour l'instant? Oui, je Tout à pense. fait, c'était parfait comme d'habitude, maître. D'accord, très bien. Mais je pense qu'il a assez voulu de ne pas développer les personnages secondaires, parce que je pense que les personnages principaux sont très bien développés. Alors, si je puis me permettre, pour compléter ce que disait... sans avoir forcément de l'empathie, on essaye de se mettre à la place que ça soit de David ou de Walter, que je rappelle qu'ils sont deux robots identiques, ce qui va donner, bon, on aime ou on n'aime pas, certains retournements de situation et autres twists. Et je pense que les personnages principaux qui sont peut-être pas bien ciblés au début du film, à la fin du film, on les a bien ciblés et on se rend bien compte que en fait les personnages principaux, au final, on les compte, j'en compte 4, mais ceux-là, on connaît leurs noms. Parce qu'on m'a reproché de ne pas me rappeler des noms. Enfin, on m'a dit, vous rappellerez pas des prénoms des protagonistes. Bien sûr que si, les 4 principaux. Certes, les personnages secondaires qui ont certes des punchlines des fois un peu aléatoires, j'ai envie de dire. Moi, je ne pense pas que ça ait une importance qu'ils soient peu développés. Car dans beaucoup d'œuvres, on développe pas beaucoup les personnages secondaires. Je dois dire, pour venir en complément des éléments apportés par le Dr. Le Who, que si nous restons dans la même licence, le premier, dans sa toute jeunesse, Alien, prend le temps de développer l'intégralité de l'équipage, qui est peut-être quasiment aussi nombreux
que celui de Covenant, en se permettant par quelques blagues, ne serait-ce qu'au moins de comprendre le tempérament de chaque personnage, et du coup d'avoir ne serait-ce que le début d'une naissance d'attachement avant que ceux-ci ne meurent un par un, puisque finalement, dans le tout premier Alien, le personnage unique et principal, c'est celui joué par Sigourney Weaver, donc Ellen Ripley, qui est finalement le personnage principal, si on veut, puisque c'est celui qui va aller jusqu'au bout du film. Mais mine de rien, le personnage principal est aussi le xénomorphe, et d'un certain côté, c'est le xénomorphe face à l'équipage, puisque au premier visionnage, rien ne nous permet de comprendre que c'est Ellen Ripley qui va s'en sortir, puisqu'elle nous est présentée au même titre, et avec la même délicatesse, le même temps, j'ai envie de dire, à l'écran, en tout cas au départ, que le reste de l'équipage. Alors que c'est vrai que dans Covenant, on a une attention particulière qui est prêtée aux personnages importants de l'histoire, et ce, dès le début de l'histoire quand elle nous est racontée, alors que très rapidement, avant que quoi que ce soit se soit passé, il est facile, très facile de pouvoir faire une liste de ceux qui vont pas finir le film. Il n'y a pas beaucoup de surprises de ce côté-là, puisqu'effectivement, par le traitement qu'il est fait par ces personnages, si je traduis un peu ce que disait le Dr. Le Who, malheureusement, il n'y a pas une grande attention qui est portée à des personnages qui pourtant avaient été écrits avec une certaine attention, une Pas certaine... d'accord. Je pense Très que bien. justement, il y a justement plus. Enfin, j'ai l'impression que les gens qui critiquent ce film auraient voulu un film sans surprise. J'ai envie de dire avec l'alien qui est au centre de toutes les attentions et au final un copier-coller de ce qui a déjà été fait. Alors que non, justement, ce film a, j'ai envie de dire, des corollaires parce que il surprend. Parce qu'on Il y a eu des à surprises, beaucoup oui. de moments, il surprend. Il tente des choses. Il est, j'ai envie de dire, il est couillu. Il est couillu Alors- parce que il surprend par beaucoup de facettes et du coup, De posture. peut-être ça désarçonne un peu ce qu'on s'attend à voir. Mais en même temps, est-ce que si on va voir un film, c'est pour avoir exactement ce qu'on pensait avoir? Je ne crois pas. Mhm. D'accord. Bon. Je pense que cet effet de surprise et de se retrouver avec quelque chose d'inattendu, moi j'ai trouvé ça plutôt agréable, justement. Donc Et si on novateur. résume, vous étiez content d'aller voir un film Alien dans lequel il n'y a pas d'alien. Bien sûr qu'il y a des aliens. Ah oui, pendant 11 minutes de film. J'ai chronométré. Ah, attention, Pendant 11 la minutes de rigueur film. scientifique du Dr. Le Who. Ah oui, tout à fait. Effectivement. Non, mais parce que là, ce que vous disiez, c'est que le gros avantage de cette relecture de la saga Alien par le biais de Covenant, c'était justement qu'il parvenait à étonner le spectateur. Alors oui, je vous rejoins là-dessus, il étonne le spectateur. J'ai été grandement étonné, mais grandement scandalisé. Parce que si pour vous être étonné, c'est être scandalisé, alors là oui, j'ai été vraiment étonné. Non, C'est excusez-moi, mais... subjectif. C'est très Oui, c'est subjectif subjectif, d'être mais scandalisé. si pour vous, justement, l'originalité du film tient dans le fait que les personnages n'ont aucune personnification, que l'alien, justement, ça ne reprend pas tous les codes établis dans les anciens aliens, et que ce n'est donc pas, excusez-moi, j'en perds mon latin et j'en fais tomber mon micro, si selon vous, c'est justement de ne pas recopier-coller l'original avec une petite équipe réduite, un alien comme un slasher movie où on a un tueur qui s'attaque à toute une équipe un par un, ah bah là oui, le film ne le fait pas. Mais est-ce que pour autant ça en fait un film original et bon? Bah je suis désolé de vous le dire, mais non, ça n'en fait pas un film original et bon. Parce que là, le gros problème, c'est que le film s'éparpille, et pour moi, ce film, c'est de la posture. C'est une imposture, et c'est de la posture. Parce que, Oh, c'est beau. justement, C'est beau. Bravo. sous ces airs faussement intellectuels, le film est vide, comme une coquille d'huître. Tout simplement parce que, justement, il essaye de prendre le spectateur lambda par la main, en lui disant, regarde, il y a de belles images, il y a des références à des œuvres que tu ne connais pas, et j'ai J'allais mis y un petit venir, peu de mais mythologie. effectivement. J'ai mis un petit Effectivement, peu de mythologie. Mon personnage de David, bah forcément, c'est en référence à David, voilà, le surhomme, le bel homme, voilà. Walter, au final, en fait, c'est une version évoluée de David avec des mises à jour, parce que ça, l'aspect mise à jour est vraiment mis en avant dans le film.
Oui, c'est Et le puis, Windows, voilà, c'est Windows 10 versus Windows Microsoft 95. XP surbooté. Euh, oui, quand je vous disais que ce film c'est une imposture et c'est de la posture, j'ai l'impression que Ridley Scott a voulu à la fois satisfaire le nouveau public, celui qui justement n'a pas grandi avec les films originaux et qui s'attend à voir des scènes d'action et des scènes d'horreur gratuites, de la violence gratuite, mais aussi à la fois les spectateurs qui ont été des fans purs et durs de la saga depuis l'origine. Et le problème, c'est qu'il ne parvient à contenter aucun des deux. Et ça, je vais vous l'expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce que là, pour l'instant, on parle de l'équipe, on parle Dans le scénario, de bien tout sûr, sauf de la créature, alors on qu'un n'a pas film encore alien, évoqué la justement, photographie, donc l'image, je pense la que il technique, est. Alors, j'ai envie de la dire. photographie, la technique, ça viendra après parce que justement, dans la posture, ça le conforte fortement. Mais là, on était en train de parler de la créature, le xénomorphe, l'icône horrifique du cinéma hollywoodien de ces 40 dernières années. Le problème avec ce xénomorphe dans Alien Covenant, c'est que Ridley Scott a opté pour une créature faite 100% en CGI, c'est-à-dire en image de synthèse. Et le problème, c'est que on n'y croit pas du tout, parce que ce n'est pas palpable. Et en plus, si j'ose dire ça, c'est que auparavant, justement, même dans Prometheus, on utilisait à la fois de l'animatronics, donc c'est-à-dire une créature faite avec des matériaux, des costumes, et aussi du CGI. Ici, c'est full CGI, et le problème, c'est qu'on ose montrer la créature en plein jour. En plein jour, Alien, en plein jour. À aucun moment dans la saga, on nous montrait cette créature sous le soleil. Et ça, pour moi, ça fait vraiment tomber le mythe de cette créature. Et un autre problème que j'ai avec ce Alien Covenant, c'est que là où avant on avait un alien dans Alien numéro 1 ou dans Alien le Retour, on en avait plein. Mais on comprenait justement la hiérarchie, il y avait la reine, il y avait donc les bons soldats, donc toute une équipe d'aliens. Ici, est-ce que vous avez compté le nombre d'aliens qui sont tués, mais qui sont des aliens différents ? Est-ce que vous avez compté ? Parce que là, en fait, chaque alien ne dure pas moins de 2 minutes dans le film. Et ça, c'est problématique parce que ce qui faisait la force et l'intensité du premier opus, c'était qu'un seul alien décimait tout un équipage le temps d'à peu près 2 heures. Donc on avait le temps justement d'avoir peur de cette créature. Sauf que ici, dans Covenant, à chaque fois qu'on essaye de nous créer une atmosphère horrifique avec cette même créature, 2 minutes après, elle est morte jusqu'à la prochaine. Et ça, c'est très dommageable. Et c'est en ça que justement la gestion de l'horreur dans ce film, c'est de la posture. On nous vend ce film comme étant un thriller horrifique qui se passe dans l'espace. Moi, je n'y ai vu qu'un nanar de série Z qui aurait pu être une production Asylum. Voilà. Bien, Non, je pense que c'est très vous êtes intéressant. Justement, vous j'aimerais êtes avoir l'avis trompé de de. Maître Cul sur ce point-là. Je pense déjà je pense que vous êtes trompé déjà de méchant, j'ai envie de dire, dans ce film. Peut-être qu'en portant le nom Alien, on s'attend à voir encore une fois cette espèce de même si le style a été renouvelé parce qu'il est peut-être un slasher movie dans le premier, mais c'est un film de guerre, puis un film presque comique dans le 4. J'ai envie de dire que il est passé par plusieurs étapes et le fait de là montrer plusieurs aliens dans plusieurs étapes d'évolution et qu'en fait au final ce soit pas vraiment l'alien le danger, la vraie menace, c'est David. Et ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Alors certes, c'est pas ce qu'on s'attend à voir, mais en même temps, on va pas au cinéma pour voir exactement ce qu'on pensait voir. Senon, j'ai envie de dire, envoie à Ridley Scott directement ton scénar et puis qu'il te fasse un film pour toi. Mais moi je dis, laissons la créativité à ceux qui ont fait le film. Et puis s'il a envie, j'ai envie de dire de faire ça de son bébé. Moi, je trouve ça original et en plus de ça, on le voit pas venir en soi, j'ai envie de dire, d'avoir ce genre de film. Au final, la menace a été détournée pendant le film. Enfin, même le spectateur, je pense, change son regard va se mettre sur une autre menace et petit à petit, on va commencer à comprendre que l'alien n'est pas
le centre de ce film-là. D'accord, bon. Et Écoutez, ça, je trouve ça intéressant. Oui, très bien, c'est un point de vue vraiment intéressant qui se défend. J'aimerais maintenant qu'on aborde une partie peut-être un peu plus technique pour ceux pour messieurs et mesdames du jury qui sont là et qui sont présents avec nous. J'aimerais que l'on puisse faire effectivement un point. Je vais tenter de rappeler un peu les faits quand même sur certaines choses, justement sur le côté technique. Alors, Covenant, rappelons-le, a quand même été en partie salué pour sa technique, son ambiance musicale, ou en tout cas à l'image, qui est apportée au crédit de la réalisation de Ridley Scott. On retrouve la patte de l'auteur, qui fait qu'effectivement, déjà, cela lève tout soupçon quant au fait que cette œuvre pourrait être attribuée à un autre suspect. Nous sommes toutes et tous d'accord sur ce point-là. Ridley Scott est responsable de ce qu'il s'est passé. Mais nous l'avons entendu, les experts ne sont pas forcément d'accord. Ne sont pas forcément d'accord sur l'interprétation qu'il y a à donner à ce film. Une interprétation, peut-être des indices que nous pourrions retrouver dans la partie technique de la réalisation de ce film. Pour ceci, je vais retrouver bien entendu nos deux experts, Maître Kuhl et Dr Lehou, pour faire un petit point sur les pour et les contre concernant la technicité de cette œuvre. Moi, je veux bien admettre que le CGI, c'est moins beau qu'un animatronics, je suis d'accord, mais je pense que, vu ce qu'effectue l'alien dans ce film-là, que jamais un alien n'a fait ça dans aucun alien, quand on voit les sauts énormes, enfin la manière dont il a de se déplacer, de chasser, c'est impossible de faire ça en mettant quelqu'un dans un mannequin ou de. Je pense qu'il n'y avait que ce choix-là qui s'offrait à eux, et donc je pense que c'est ce qui explique le CGI. Après, pour ce qui est de l'image, je pense que c'est quand même magnifique. Il y a des exploits techniques comme le grand plan séquence avec David et Walter, où on a quand même 2 fois le même acteur dans la même scène et sur une séquence super longue. Et où Oui, c'est un plan séquence, oui. c'est super dur. Enfin, c'est quand même assez impressionnant comment c'est fait. Cette scène a été saluée. Hein. Alors, c'est une scène très intéressante sur laquelle vous mettez le doigt, Maître Kuhl, puisque elle a été d'une part saluée pour la prouesse technique, la réalisation, l'image, l'ambiance, et d'un autre côté, c'est aussi une scène qui a été décriée pour, j'ai envie de dire, la ridiculoserie de la scène. Cette scène a un sous-texte purement... Oui, il y a un sous-texte à cette scène qui est assez particulier, mais... je ne veux pas couper la parole plus que ça à Maître Kuhl, je vais le laisser terminer, parce qu'effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant. Oui, allez-y, Maître Kuhl, c'est un délice. Je serais curieux de voir quel est le sous-texte que vous auriez vu. C'est un homme qui joue avec la flûte de son copain. Voilà, tu veux que je te joue du pipeau Voilà, bref. Et qui lui apprend à mettre les doigts dans les trous. Bienvenue à Black 4. Il y a une ambiance dans le juré. Après, là, ils avaient qu'une flûte, mais s'ils avaient eu une guitare, il y aurait appris à jouer de la guitare. Ouais, non, mais... Moi, j'ai rien vu de phallique dans cette flûte. Hein. Ah bah, c'était pourtant... Si. C'était une... Si. Écoutez, c'était une flûte traversière. Non, pas du tout. C'est une flûte droite. C'est une flûte. Ah bah ça, pour être droite, c'était droit, oui. Ah oui, c'était droit, oui. Bon, allez, monsieur Kuhl. Je pense que de toute façon, on trouve pas le si bémol comme ça d'instinct. Hein. Faut bien que quelqu'un nous le montre, le si bémol. Bon, ça c'est dit. Ensuite, donc, en plus de cette scène qui techniquement est quand même franchement bien fait, le sous-texte, je pense que c'était pour... dans la continuité de la toute première scène où on sent que le créateur de David, en fait, remet en cause déjà l'humanité et le fait que cette machine, j'ai envie de dire, puisse avoir des réactions humaines, des sentiments et peut-être aussi même des défauts.
comme le fait d'être un peu égocentrique, ou peut-être en fait, comme on le reproche dans le film, ce robot-là était trop humain, et la version Windows 7 était quand même moins humain, et du coup plus professionnel, enfin pas plus professionnel, mais faisait juste son devoir sans réflexion, ce qui fait que du coup il savait pas faire de flûte, quoi. Je pense que c'est ce qui essaye d'être expliqué, quoi. Et en quoi parce que là, on parlait de la technique pour au final faire un cours de musique. Mais Non, mais la- vous avez raison de la- recentrer la- les parce- choses. Nous parlons de la Effectivement, parce technicité que dans cette scène. Alors déjà, cette scène est non, mais du coup c'est vous qui avez mis la flûte sur le tapis. On n'a mis aucune flûte sur aucun tapis. non, c'est David qui a. Voilà, David fait ce qu'il veut avec sa flûte. Et nous, on fait ce qu'on veut de nos tapis. Bref, ça glisse là, ça glisse beaucoup. Ouais. Faut que je balaye chez moi, ça glisse. Donc, il y avait la technicité de cette scène, du coup, mine de rien, où on essaye d'y mettre quand même un peu d'émotion et un sous-texte qui n'est pas que, comment dire, lubrique. Il y a aussi un autre sous-texte beaucoup plus, peut-être religieux ou philosophique, et une technique, comme vous le disiez, dans cette scène, précisément dans cette scène, au niveau de la lumière, au niveau de cette, cette rotation qui est faite autour de ces deux personnages, qui, on le sait, sont interprétés par le même comédien. Alors, je ne suis pas dans la confidence d'une dossier, je ne sais pas s'il y a eu utilisation de CGI, si on a utilisé du deep learning pour mettre le visage du comédien sur un autre. Je n'en sais rien du tout. Peut-être que, oui, mais tout à fait, mais peut-être que le docteur Lehoux va pouvoir nous éclairer sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est des informations que vous avez pu relever lors de l'autopsie de ce film. Alors malheureusement, le personnage de David n'étant pas mort, il n'a pas pu passer sur ma table et au bistouri. Donc je ne pourrais pas vous dire. D'accord, très bien. Bon. Après, selon les confidences, et en général dans le métier c'est comme ça que ça se passe, on a souvent recours à des doublures. D'accord, donc selon, en tout cas, vous reconnaissez que cette scène... Il y a une doublure de crédité au générique, en tout cas. C'est vrai. Mais vous reconnaissez qu'en tout cas, cette scène est... même pour vous-même en tant que spécialiste... Cette scène est remarquable, mais d'un point de vue philosophique et pour le sens et la cohérence qu'elle amène au récit, cette scène est purement futile. Ce n'est qu'un exercice de style, si l'on peut dire. Ah oui, mais là, de la posture à nouveau. Nous tentions d'aborder la partie justement technique de la réalisation de... Alors justement, par rapport à la partie technique, vous disiez que c'est un pur film de Ridley Scott. Honnêtement, je n'y ai pas vu la patte du réalisateur que l'on pouvait voir dans d'autres de ses œuvres. J'ai plus eu l'impression que c'était un film justement hybride, tout comme l'est sa créature, hein, d'ailleurs dans ce film. Un film qui aurait pu être fait par un Yes Man d'Hollywood. Et d'ailleurs, parce que pour en revenir même à la musique, vous disiez la musique. Non, honnêtement, la musique dans cet opus, il n'y a aucun thème marquant. On reprend des sonorités qui étaient déjà présentes dans les opus précédents, voire même dans l'opus original, dont la musique était accréditée à Jerry Goldsmith. Ici, ce n'est pas le cas. Et non, il n'y a pas de score mémorable ici. Et pour en revenir à la technique, moi là où j'ai un gros problème, c'est qu'il y avait une scène. Lorsque j'ai étudié l'affaire pour la première fois, il y avait une scène qui m'avait particulièrement marqué et pour laquelle j'avais énormément d'attentes. Et lorsque la scène a pris fin, je suis resté sur ma faim. C'est la scène justement où, pour la première fois, la créature pénètre dans le vaisseau. Donc le vaisseau qui est à terre. On a la femme du commandant qui doit revenir illico presto avec l'un des membres de l'équipage qui a reniflé en fait de la poussière mutante, xénomorphe, enfin voilà, champignons, ce que vous voudrez, enfin bref, ta gueule c'est magique. Et donc ils reviennent dans le vaisseau. Et donc, on peut lui dire qu'on lui a fait un petit dans le dos, parce que littéralement, il y a un xénomorphe qui lui sort de la colonne vertébrale. Un petit dans le dos. Oui, je sais. Vous avez beaucoup d'esprit ce soir, docteur Lehoux. Non, mais c'est pour Abdel 4 et pour le sub. Merci, mec. J'espère qu'il appréciera.
pour en revenir au petit dans le dos, eh ben, moi, cette scène, justement, elle est filmée caméra à l'épaule. Et on s'attend à de la pure tension, comme justement un Ridley Scott pourrait le faire. Et je m'attendais justement à ce que cette scène, ce soit typique que ce que l'on pourrait voir dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est manette en main et on se dit, oula, il y a le xénomorphe qui est à nos trousses, il faut La qu'on première court. personne. Alors, pas forcément à la première personne, mais dans les angles de caméra, je pensais que la caméra allait être beaucoup plus mouvante et que l'ambiance allait être beaucoup plus ténébreuse. Donc, on allait être dans le noir avec des lumières rouges, des flashs, enfin voilà, quelque chose de très anxiogène. Et au final, on a le droit à une action, mais au rabais, avec des personnages qui sont la caricature d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les personnages glissent sur une flaque de sang et on a quand même 2 personnages qui glissent sur la même flaque de sang dans la même pièce. C'est vrai. Et au final, si on changeait les bruitages, si on était au mixage sonore et qu'on mettait les bruits des Looney Tunes, eh ben honnêtement, la scène serait la même. Donc Alors, voilà. oui, Pour vous dire que honnêtement, moi j'étais prêt à faire l'autopsie de manière très favorable. Et lorsqu'on m'a amené ce dossier sur ma table et moi avec mes bistouris, eh ben je peux vous dire que j'ai vite déchanté. Voilà. Imaginez le. c'est vrai que du coup, dans un film de ce niveau-là, je vous l'accorde, enfin, j'ai entendu pouffer notre cher confrère Maître Cul. Effectivement, sur ce genre de scène, il suffit de pas grand-chose pour que cela prenne une toute autre tournure cinématographique. J'ai la scène en tête et c'est vrai que je ne me souvenais pas que à 2 reprises, 2 personnes différentes glisse sur la même flaque, effectivement. Après, c'est une scène en toute cohérence avec le reste du film, vu que là, on a à nouveau nos personnages qui sont pris pour des débiles. Oui. Donc, c'est dans la droite continuité de ce que l'on verra plus tard dans les événements du film. Justement, passer le rire, effectivement, provoqué par cette scène qui nous est rappelée par vous, Docteur Le Who. Maître Cul, avez-vous quelque chose à répondre par rapport à ça? Un complément d'information, peut-être? Juste un petit complément d'information par rapport à cette scène. On parle de 2 personnages féminins, dont une est donc médecin ou enfin scientifique, vu qu'elle fait des analyses dans la boue avant de revenir, avec ce militaire qui du coup a reniflé le champignon. Et l'autre qui est la pilote du vaisseau. Se tape Tennessee. Donc voilà, c'est un couple de pilotes. Bah, ça peut arriver. Hein. Et du coup, donc une pilote, une scientifique, ce ne sont pas forcément des expertes en armes à feu. Oui, mais et peut-être qu'elle savait pas qu'il y avait une 2e balle dans l'arme. Alors là, pourquoi on parle d'armes alors que là, on parlait de flaques? Oui, parce qu'elle tire en même temps qu'elle glisse. Elle tire oui. Du coup, c'est... Oui. C'est honnête de votre part de rappeler ce fait. Pour le coup, je... Faut avouer que c'est vrai que parce que il y a cet élément aussi. Du coup, si on rappelle la scène, elle a un premier fusil, elle va glisser, donc tirer dans un tuyau, et donc se dire, il me faut un autre pistolet. Oui, et comme le précise Toine 2363, donc l'un des membres de notre jury ce soir, elles ne sont pas expertes non plus en flaque. C'est vrai. Elles ont l'air d'être aussi expertes en flaque que en arme à feu. Et que en science aussi. Elles ont, en fait, effectivement, au vu des éléments que vous êtes en train de le relever tous les deux ce soir, on peut même s'interroger sur en quoi est-ce qu'elles sont expertes pour mourir. Peut-être. Non, parce que déjà, je pense que ce qui est caractérisé dans ce film, c'est vraiment l'importance d'avoir des couples, vu qu'il faut quand même il faut repeupler une nouvelle planète, donc il faut des couples, même des couples gays. Alors justement, j'ai une petite question. Comment des couples gays peuvent repeupler la Terre? Justement, si là on parle d'un point de vue purement scientifique et par rapport à la cohérence du film. Alors, si je peux me permettre par rapport à la cohérence du film... Ils sont qu'à adopter. C'est très dur de garder son calme avec vous. Surtout vous, Maître Cul et comment dire, votre hommage aux extraterrestres et aux aliens.
On me pose la question, du coup, l'un des membres du jury voudrait savoir, peut-être que ce sont des couples gays échangistes. Peut-être, c'est une hypothèse apportée à notre interrogation. Vu que les personnages n'ont pas le temps d'être développés, ils meurent avant. Oui, mais on rappelle quand même que avant tout, l'histoire de la recolonisation du monde, la PMA, la recolonisation du coup du monde sur lequel ils sont censés arriver, ils ont quand même derrière eux plus de 2000 embryons, 2000 colons qui de toute façon sont largement à même de pouvoir repeupler le monde dans lequel ils vont censés se développer. Donc ce n'est pas aberrant de compter sur un couple C'est une gay. aberration. Non. Non, c'est sûr que c'est pas sur eux qu'on va compter pour ça. Voilà. Après, on compte peut-être eux pour apprendre à faire de la flûte. Là, peut-être. On va rester LGBTQ, hein. Non, mais je parlais de cours de musique. Oui, puisque vu qu'on n'a pas le temps d'en apprendre plus sur ces personnages, on ne sait même pas si ce sont de bons musiciens. Tout à fait. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent pour qu'on ait à un moment un stress, une tension et qu'on sente la menace quand même. Parce que si Monsieur Kuhn, ce n'est pas vous qui avez commis le meurtre par hasard. Quand on vous entend dire il faut bien qu'il y ait des personnes qui meurent, vous me faites peur, monsieur Kuhl. Non, mais je parle niveau cohérence. Et votre prénom, c'est Jean ? Pardon ? Votre prénom, c'est Jean ? Jean Scott, c'est ça. Ah, Jean Scott. Non, parce que vous appelez monsieur Kuhl, alors c'est pour ça. Non. D'accord. Et du coup, merci pour la blague, elle est nouvelle en plus. Non, mais j'ai perdu le fil. Bref, on en était aux éléments qui composent la technicité de cette œuvre. Nous avons parlé de certaines scènes, effectivement. Nous avons très peu parlé pour l'instant de l'ambiance musicale. Je pense que l'ambiance musicale, elle est... Selon votre autopsie, en tout cas, déjà, on ne retrouve pas assez la patte de l'auteur. Dans ses retrouvailles, en tout cas, entre la licence et son créateur. L'un des membres du jury semble nous dire effectivement que au niveau du scénario, on peut dire que c'est de la flûte tout le long. Pourquoi pas ? C'est un point de vue, c'est une analyse qui peut se tenir. Techniquement, effectivement, il y a d'autres éléments à voir. On peut parler de l'image, j'ai envie de dire, comment on appelle ça, pas l'équilibrage, mais l'étalonnage au niveau des scènes et des couleurs, de l'ambiance musicale, de l'ambiance générale de ce film. Est-ce que au niveau de la technique, il y a des éléments qui sont apportés au crédit de ce film, ou au contraire, est-ce qu'on est sur une œuvre qui aurait été bâclée ? Vu que vous avez, depuis le début, pas arrêté de vouloir le replacer dans cette saga Alien, je pense que sur la musique, on est quand même sur tout ce qui est, on est sur une équivalence avec tout ce qui a été fait dans les 4 Aliens. La musique, la plupart du temps, est même le même thème. La manière dont elle est dissimulée, non. Enfin, où elle est mise. C'est pareil que dans n'importe quel Alien, je pense, niveau musique, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est de la musique d'Alien. Enfin, pour moi, c'est une musique qui est un petit peu comme ça, douce, mais en même temps inquiétante. Le thème est simple. Et des fois, il doit y avoir que 3 notes, hein, mais ça suffit, je pense, à mettre l'ambiance qu'il faut pour un film Alien. Alors, à mon avis. Pour rejoindre Monsieur Kuhl, par rapport à la musique ou même plus globalement l'ambiance sonore, oui, le travail est là. Là, on peut rien mettre sur le dos de la victime, mais pour moi, c'est une partition sonore qui est beaucoup moins marquante, tout de même. Honnêtement, avec mes confrères, nous n'avons jamais parlé de la partition d'Alien Covenant. Ce n'est pas une partition qui a marqué dans l'histoire des meurtres que nous avons pu étudier. Est-ce que celle d'Alien, le 8e passager ou quoi, est marquante? Je crois pas. Oh oui. Ah oui, elle est considérée même parmi... J'ai envie de vous demander, est-ce que si on enlève les images des autres aliens et qu'on prend que la musique, enfin, parce que est-ce que ce souvenir de la musique étant plus qualitative ne serait pas parce qu'elle va avec l'image
du coup plus angoissante ou peut-être différente des anciens. Alors, moi, anciens aliens. par rapport à ce que vous êtes en train de dire, en fait, ce que je pense c'est que le plus gros défaut de cette musique, c'est que justement, ce n'est pas l'original, mais qu'elle veut à tout prix coller à l'original. Et justement, elle ne prend pas de liberté, elle n'a pas sa propre identité. Et donc, quitte à faire moins bien que l'original, bah, malheureusement, on ne peut que la comparer, en fait. C'est ça la problématique. Alors- Après, c'est compliqué de juger la musique d'un Alien en plus parce que c'est comme il y a beaucoup de moments qui jouent sur le silence, sur le côté inquiétant de n'avoir aucune musique. Justement, il y a peu de silence dans ce Alien Covenant. C'est vrai. Il Sur y a ça, très je peu dois de avouer. silence. Et justement, le silence en soi, c'est de la musique. C'est une symphonie légère et douce à Dis l'oreille. donc, vous êtes particulièrement enclin Bien à fort, la poésie et aux belles phrases ce soir, mon cher docteur Le Who. Je me Tout à permets fait. de vous interrompre, puisque nous en sommes quand même à 1h18 de procès, ce qui peut paraître long. Nous allons devoir nous attaquer à la partie, j'ai envie de dire... comment... Bref, je fatigue. J'avais un témoignage. Ah oui, c'est vrai que vous m'avez porté ça au dossier. C'est curieux de Alors, l'entendre. Attendez, je regarde ça. Oui, tout à fait. Donc, le docteur Leroux aimerait faire appel à un témoin. Alors, un témoin qui n'est pas présent, c'est ça? Mais dont vous Oui, pouvez alors en rapporter effet, le ce sont témoignage. deux témoins et ils n'ont pas pu être présents ce soir malheureusement. Mais vous allez bien comprendre par vous-même les circonstances de leur non-venue ce soir. Mhm. Puis-je procéder à la lecture justement de leur témoignage? Oh, je vous en prie, faites. Merci maître, vous êtes bien bon. Et Et lui moi, qui parle de flûte. S'il vous plaît, silence dans la salle. s'il vous plaît. Alors oui, en effet, j'ai ici le témoignage d'Erwan, 17 ans, un jeune garçon, et de son papa Patrick, 51 ans. Alors bien évidemment, ce ne sont pas leurs vrais noms, vous vous en doutez bien, puisqu'ils sont depuis le crime odieux Alien Covenant sous le programme de protection des témoins. Oui, je je confirme. préfère. Alors je vous lis le témoignage de Patrick. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Nous étions le 4 mai 2017 et nous apprêtions à passer une bonne soirée avec Erwan son fils. On se rendait au cinéma de notre ville pour regarder la suite d'une des sagas cultes de mon adolescence, Alien. J'avais quitté plutôt le travail ce soir-là et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir partager ce nouveau film avec Erwan. Mais ça, c'était avant le drame. Et là, le drame, il insistait vraiment dessus lors de son témoignage. Mhm. Lorsqu'il l'a dit, il a vraiment pesé ses mots, le drame. Les bandes annonces se sont terminées, les lumières se sont éteintes et le générique de la 20th Century Fox a démarré. Et là, je vais mimer ce qu'il a fait. Pas un bruit dans la salle, jusqu'au moment où le massacre a débuté. D'autant que je me souvienne, ça a duré 2h02, générique compris. Et oui, parce que le massacre a duré au-delà du film jusqu'au générique. Mais pour moi, le temps s'est arrêté durant ce qui se fut pour moi une éternité. Je ne souhaite pas revenir sur ce traumatisme, mon psychologue m'a conseillé de ne pas rentrer dans les détails, alors je vais arrêter ici. Donc ça, c'était le témoignage d'Erwan, de son père, Patrick, 51 ans. Un témoignage qui, je dois vous le dire, m'a beaucoup affecté lorsque j'ai pu être confronté à ce monsieur. Un monsieur dont l'honnêteté n'est à aucun moment à remettre en question. Et par conscience professionnelle, j'ai souhaité m'entretenir avec Erwan. Alors, lui, le témoignage, c'est simple. Je n'ai pas de mots à vous raconter, tout simplement parce que depuis le 4 mai 2017, il est devenu mutique. Il n'a jamais remis les pieds dans un cinéma depuis. Et la seule information qu'il a souhaité me donner, donc c'était par papier, il a encore l'écriture, c'est qu'il compte prochainement surmonter sa peur d'aller au cinéma pour aller voir Fast and Furious 9. Voilà. C'est la seule chose qu'il a bien osé me témoigner. Donc, c'est dire la travers profondeur du de- trauma. Voilà, c'était vraiment dire la profondeur du trauma. Ah, c'est Et facile. j'espère, messieurs, dames, les jurés, que ce témoignage vous aura aussi affecté autant que, pour ma part, en tant que professionnel, il a pu m'impacter. On est là devant l'horreur à l'état pur. On est vraiment devant, justement, un crime qui a marqué deux individus
d'âges différents, donc au vécu différent, mais qui a laissé un traumatisme profond, tel une flûte, dans mes deux témoins. J'espère que vous saurez en prendre note et que votre jugement en fera état. Voilà. Je vous remercie, monsieur le juge, je vous remercie, messieurs, dames les jurés, et je vous laisse la parole. Très bien, ce témoignage bouleversant, témoignage important dans cette affaire, dans ce fait divers, qui est, je le rappelle, pour mesdames, messieurs les jurés qui sont là ce soir, dont nous allons tout de suite demander du coup l'avis concernant le film Alien Covenant. Alors, un avis qui pour certains sera peut-être facilement résumé à la question Alien Covenant est-il un bon film? Mais je vous rappelle que derrière ça, il y a un homme, une histoire de famille entre cet homme et la création qu'il a faite en 1979, cette jeune licence qui est, semble-t-il, morte à 33 ans, ce 4 mai 2017. Votre avis est demandé, mesdames et messieurs du jury. Je voudrais quand même condenser mon propos. Alors, vous allez pouvoir rapidement. vous exprimer, effectivement, pendant que les personnes ont la possibilité de pouvoir voter. Donc, justement, je comptais vous donner, effectivement, la parole, peut-être pour toucher un dernier mot, un dernier point, peut-être un résumé global. C'est ça, un petit condensé de ce que je pense de ce film. Donc je vais rappeler que ce film a été mal compris, mais c'est une mise en garde de visionnaire, parce qu'en fait c'est une mise en garde sur l'intelligence artificielle, qui peut très bien nous dépasser, sur j'avais dit que je parlais pas religion, théologie, mais sur ce que peuvent faire la théologie ou quoi, sur le côté présomptueux que peuvent avoir les humains, et qu'on a aussi, qui peuvent nous amener à faire des choses débiles, bien que quand on regarde un film, on se dit « mais moi je ferais pas ça ». Attendez, hein. Avant de dire ce qu'ils font dans un film, c'est débile, maintenant j'ai envie de dire que depuis 1 an et demi, maintenant je le dirais plus pareil qu'avant. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire que oui, d'avoir utilisé Alien pour faire ça, je pense que c'était juste pour avoir le plus grand auditoire possible, pour faire passer ce message de mise en garde de la part de Monsieur Scott. Alors, Monsieur Kuhl, merci. Alors, je vois dans les jurés justement que tout le monde n'a pas pu assister à l'entièreté justement de notre argumentation. Si on devait la résumer très simplement, parce que je crois que vous êtes arrivé à ce moment-là, vous avez entendu des témoins pour lesquels justement Alien Covenant ne les a pas laissés indemnes. Monsieur Kuhl a tenté du mieux qu'il a pu d'ailleurs, et je l'en félicite, défendre ce crime qui, je dois à nouveau le mettre en avant, m'a laissé complètement horrifié, scandalisé, bouleversifié. Réponse D. Et tout ça, voilà, c'est à vous maintenant, le jury, de voter pour dire si Alien Covenant, c'est un bon ou un mauvais film. Alors, je rappelle d'ailleurs que Dr Lehou, Maître Kuhl, vous avez la possibilité de voter. Votre vote est important. Moi, en toute impartialité, je ne m'exprimerai pas. Je serai là peut-être pour trancher en cas d'égalité. Mais vous avez votre mot à dire dans cette affaire. Et puis nous allons peut-être refaire, puisque pour ma part j'ai beaucoup aimé l'exercice, peut-être refaire un résumé des faits. Alors comme vous l'avez rappelé, vous avez défendu votre point de vue. Pour revenir et résumer un peu ce qu'a tenté de défendre Maître Kuhl concernant la vraisemblance des faits de cet équipage qui a été accusé de tous les maux, d'incompétence, d'irresponsable, que tout ceci n'était pas crédible dans un scénario de 2017. Monsieur Kuhl a eu en tout cas cet argumentaire plutôt pertinent, je dois reconnaître, de dire que si ce film... si on avait tenté de faire un film sur le Covid-19 en racontant strictement ce que l'on a vécu depuis 2 ans, l'ensemble des responsables politiques et des têtes pensantes scientifiques ou autres, tout ça dans un film
elles aussi auraient été qualifiées comme étant des personnages incroyables et incompétents et bien au-delà de ce que l'on Pas pourrait crédible. trouver dans la réalité. Et finalement, si je ne me trompe pas, l'argument principal de Maître Kuhl, c'était effectivement ça, de dire que finalement Ridley Scott n'est peut-être pas si loin de la réalité sur sa façon de traiter un équipage de scientifiques envoyé avec une mission si spéciale de colonisation sur une planète extraterrestre. Je sais pas si j'ai laissé les points de chaîne. Je crois que je les avais virés normalement. Non, j'ai laissé les bits. Si vous voulez corrompre le vote, il va falloir mettre de l'argent pour de vrai. Attention. Maintenant, il faut parler des beats en plus des flûtes. Là, par contre, ce n'est plus mon domaine. Très bien. Ah, on peut plus, j'étais en train d'essayer de tricher, on peut Non, plus. non, on peut plus tricher, non. Suite à la semaine dernière et ce bourrage d'urnes de 10 000, plus de 100 000, non, 10 000 points de chaîne qui ont été lâchés par l'un des membres du jury, qui a complètement atomisé et bouleversifié les votes, nous avons décidé de virer les points de chaîne et de garder uniquement les bits, du coup, pour... voilà. Pour booster les urnes. Oui, bah surtout pour avoir des résultats qui soient un tout petit peu plus cohérents. Donc, D'accord. il reste... combien de temps il Vous reste me reprocherez pas d'avoir tenté le coup, hein? Non, bah pas du tout. Pas que j'ai pas confiance en mon client, hein, mais... Ouais, non mais très bien, parce que le débat continue du coup dans le chat, parmi les membres du jury, que nous allons laisser du coup délibérer. D'ailleurs, Et- ouais, moi je peux pas le lire, du coup, si t'as des questions, enfin des trucs, tu veux bien que tu les Oui, lises. très bien, mais ce que je vais me permettre de faire, puisque c'est de Donc, refaire c'est peut-être un point sur les faits qui ont été... oui, je change parce que j'arrive mieux à lire avec ça. Sur les faits, du coup, de cette affaire. On va essayer de remettre ça avec l'ambiance. Je vais le couper, Après, je parce peux que- vous aider, maître, pour vous faciliter la tâche. Ah bah, si vous le souhaitez, vous voulez faire un rappel des faits? Voilà. Juste Discord, Oui. c'est bien pour mon ordi, je crois. Eh bien, alors, petit rappel rapidement des faits. Nous sommes le 4 mai 2017, Mhm. en Angleterre, à Londres, et le monde s'apprête à assister à ce qui doit être un agréable moment. Ils se rendent pour voir une Présomption œuvre... d'innocence. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence, oui, tout à fait. Merci, monsieur Kuhl. Et donc, les personnes s'apprêtent à voir une œuvre intitulée Alien Covenant d'un certain Ridley Scott, qui n'en est pas à son premier galon d'essai, puisqu'on lui doit une carrière riche, intense, mouvementée, tels que des films tels que Gladiator, La chute du Faucon Noir, le premier Alien en 1979, Blade Runner, bien Thelma et Louise. Thelma et Louise, entre autres. J'aime trop dire Thelma et Louise. Voilà, merci monsieur Kuhl. Et donc, bah voilà, les gens s'apprêtent à aller voir Alien Covenant. Et là, c'est le drame. Voilà. C'est le drame. C'est le drame, effectivement. Certains témoins diront qu'il l'a tué, littéralement. Cette jeune licence, comme je le rappelais, âgée d'à peine 33 ans, qui s'appelle Alien, cette jeune licence de la SF d'un père cinéaste nommé Ridley Scott, est retrouvée dans une salle obscure où elle a été violemment agressée pendant plus de 122 minutes. Et d'ailleurs, les experts dont vous faites partie, très cher docteur Lehoux, témoignent de la violence avec laquelle on s'est acharné sur elle, qui reste, semble-t-il, dans l'histoire du cinéma inouïe, puisque d'ailleurs elle succombera quelques semaines plus tard des suites de ses blessures, son scénario ayant été perforé de nombreuses incohérences, comme je l'expliquais en début d'émission. Les regards vont se tourner très rapidement vers un crime peut-être passionnel, avec des soupçons qui se tournent effectivement immédiatement vers le père qu'elle a retrouvé à peine 5 ans auparavant, après l'avoir perdu de vue pendant justement presque plus de 30 ans, en tout cas jusqu'à sa majorité, puisque je crois que sa dernière famille d'accueil, c'est-à-dire Monsieur Genet, qui l'a élevé, qui l'a amené, ainsi que ses autres
père d'accueil au rang d'œuvres de la science-fiction, d'œuvres de la pop culture. Elle quitte la famille Jeunet, je crois, alors qu'elle est tout juste majeure. Hein. Elle vient d'avoir 18 ans et elle continue du coup à grandir dans le cœur des gens. Et c'est en 2012 qu'elle retrouve son père, du coup, et à peine 5 ans plus tard, en 2017, je le rappelle, ce jeudi 4 mai 2017, elle est retrouvée complètement, selon les témoins bien sûr, complètement massacrée. Donc c'est là toute la question en tout cas qu'il y avait en suspens ce soir. Monsieur Scott est-il vraiment le coupable ? Semble-t-il qu'on est tous plutôt d'accord sur le fait que c'est bien lui qui aurait commis les faits, et si c'est le cas, il y avait aussi cette autre question qui d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre ce genre de crime odieux, du coup, envers sa propre création, massacrée à la saucisse et au marteau, très certainement. Alors, je voudrais prendre J'irais même jusqu'à dire massacré à la saucisse de Morteau. Voilà. La saucisse de Morteau, c'est précis. Alors, il me semble pas que vous étiez présent sur les... Non, mais justement, mes confrères culinaires me l'ont dit, c'est une vraie boucherie. Ça sent la saucisse de Marteau. Effectivement. Voilà. Tu dis après ça, moi. En plus, j'ai des confrères en Alsace, donc ils s'y connaissent. Le vote, en tout cas les délibérations du jury vont bientôt être terminées. Comme je le rappelle, nous allons faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire que nous allons clôturer cette émission sur la conclusion de votre délibération suite à ce procès et passer une petite pause musicale. Nous reviendrons pour faire un débrief avec vous, quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup moins travaillé. Donc, le verdict, mesdames et messieurs. On peut le dire que dans le film aussi, ils font des pauses. Mesdames et messieurs... C'est pour être raccord avec Alien Convenante. Tout à fait. Mesdames et messieurs les jurés, suite à cette longue discussion avec nos deux experts que je remercie qui étaient présents ce soir, nous avons tenté de démêler le vrai du faux. Dans une enquête, une affaire pas si évidente que ça, il y a peu d'histoires qui sont aussi sordides dans l'univers cinématographique de façon générale. Un créateur mettant presque fin à sa création, en tout cas c'est ce qui était jugé ce soir, et vous avez émis un avis, en tout cas rendu un jugement plutôt intéressant, car ce soir vous êtes plus de 50% à répondre à la question « Alien Covenant est-il un bon film ?» Non. Non, selon vous, Alien Covenant n'est pas un bon film. Cependant, je dois noter qu'il y a quand même genre 51 33% de personnes qui sont sans avis. Donc, semble-t-il que ce soir, nous n'avons peut-être pas levé totalement le voile du mystère sur cette affaire, et peut-être que les avis ne restent pas aussi tranchés qu'ils devraient l'être. En tout cas, le verdict tombe. Alien Covenant reste et restera très certainement un mauvais film commis par ce qui était un excellent réalisateur. Et c'est peut-être là tout le drame de cette histoire. La chute et la déchéance d'une jeune licence emmenée dans la tombe par son propre créateur. Merci et bonsoir.